à tous. Merci de votre présence. Nous reprenons donc notre série de webinaires dans le cadre des jeudis du CLR, en accueillant ce soir notre ami Médéric Chapiteau. Alors Médéric Chapiteau, nous le connaissons puisque vous êtes intervenu lors d'un colloque que nous avons organisé il y a maintenant un an sur la même thématique, sport et laïcité. Une question qui a fait l'actualité, puisque nous avons suivi avec beaucoup d'inquiétude dans un premier temps et beaucoup d'enthousiasme dans un second temps, les délibérations donc, du Conseil d'État suite au recours donc, des hijabeuses qui souhaitaient voir annuler une disposition laïque et républicaine que la Fédération française de football avait introduite dans ses règlements. Médéric, vous êtes donc sociologue du sport, vous êtes membre du Conseil des sages de la laïcité. Vous avez produit, donc, soutenu une thèse il y a maintenant un peu plus d'un an, je crois, donc, dont le thème, je le rappelle, était ces déviances que le sport n'aime pas voir, politique publique et éducateurs professionnels en sport de combat face à la permissivité, voire au radicalisme religieux. Vous nous en direz un petit peu plus. Nous allons donc commencer en vous donnant la parole, comme nous le faisons d'habitude, pour 30 à 40 minutes. Ensuite, nos amis pourront poser leurs questions, par écrit, bien entendu, par écrit, et je me chargerai donc de les recenser et de vous les retransmettre. Voilà, je nous souhaite une très bonne soirée et je vous laisse la parole, cher Médéric. Merci Gilbert, merci à tous pour votre présence sur ce webinaire. L'actualité à la fois internationale, nationale nous rappelle malheureusement toute l'importance de conserver nos valeurs de la République très fortes et le sport, vous le verrez au cours de mon intervention, est malheureusement très fortement impacté ces derniers temps par ces entorses, ces entraves à la laïcité et au principe de neutralité. Bon, avant d'aller plus loin, effectivement, je voudrais quand même redonner un petit peu le cadre général de ma thèse. Je ne vais pas alourdir le propos pour aller très rapidement sur des exemples concrets, mais c'est pour vraiment contextualiser mon travail de sociologie qui s'est fait au cours de ces 5 années de doctorat. L'idée générale de ma thèse, c'était de dire, mais pourquoi il y a un embrasement, un affolement à la fois journalistique, à la fois je dirais, institutionnelle et notamment parlementaire autour des problématiques liées au sport. Et très rapidement, j'ai fait le choix de m'intéresser à ce sujet qui m'est cher et surtout de choisir le bon cadrage théorique. Plutôt que d'aller sur des angles de théologie, j'ai choisi d'aborder, aussi curieux que ça puisse paraître, ces entorses à la laïcité, ces entorses à la neutralité, comme je le dirais tout à l'heure, d'un point de vue de la déviance en sociologie et des carrières déviantes, comme je l'expliquerai tout à l'heure, cher Becker. Pour travailler, j'ai eu une approche en 3 dimensions. La première dimension, comme c'est souvent le cas, c'est de la recherche de documents, à la fois des études journalistiques, mais surtout, et là, ça a été ma grande chance, c'est d'avoir accès aux documents des services de renseignement. Donc j'ai pu à la fois consulter un nombre conséquent de notes des services de renseignement sur le sport, qui m'a permis d'avancer très fortement. Et le troisième point, je suis un sportif, je suis un éducateur, et pour moi le sport, ça se pratique sur le terrain et pas dans les bureaux. Donc je suis allé dans les bureaux, sur le terrain, pardon. Je suis allé sur le terrain pendant plus de 2 ans, enquêter auprès des éducateurs sportifs pour voir comment ça se passait. En fait, tout ce travail m'a permis à la fois de faire une thèse et d'avoir publié ces derniers jours un ouvrage qui s'appelle Quand l'islamisme peine mort, au PUB, qui est sorti hier. La première règle qui est importante de savoir, le cadrage étant fait, je crois qu'on a oublié l'histoire. Oublié l'histoire et notamment une règle qui est très forte au comité olympique, qui est la règle 50.2 de la charte olympique. La règle 50.2 de la charte olympique rappelle l'importance de la neutralité politique, religieuse et de toute syndicale au sein du mouvement olympique et du mouvement sportif. Cette règle, elle n'est pas arrivée là par hasard. Cette règle, elle apparaît elle apparaît en 74 suite aux attentats de Munich avec l'attaque de Septembre Noir contre l'équipe israélienne et le massacre qui en a découlé. Les autorités olympiques ont décidé très, très judicieusement de dire, bon là, il ne faut pas que le sport devienne un vecteur de communication terroriste et donc on va prendre une règle pour rappeler le principe de neutralité. Cette règle n'a jamais été remise en cause par les instances, même si elle est discutée, même si certains essaient de la faire
tombé. Elle est toujours présente et elle est aujourd'hui présente. Et Gilbert rappelait à fort propos tout à l'heure ce qui a été mis en œuvre par la Fédération française de football pour se défendre. L'avantage, c'est que la Fédération française de football, dans son article 1 de ses statuts, avait repris les principes de la règle 50.2 de la charte olympique qui rappelle le principe de neutralité, ce qui a été en tout cas un élément déterminant pour la décision de justice. C'est à partir de cette règle 50.2 qu'il faut prendre comme outil de lecture, sur ce qui se passe dans le sport aujourd'hui. Après, je dirais, toutes ces années à travailler le sujet, il ressort aujourd'hui 5 étapes qu'on retrouve dans le sport. Le premier, c'est la permissivité. Je vais les détailler par la suite. Le deuxième, c'est le repli communautaire. La permissivité, c'est tout de suite la première entorse au principe de neutralité dans le champ du sport. La permissivité, je disais, le repli communautaire, le séparatisme, qui fait l'objet d'une loi depuis le 24 août 2021, la radicalisation, terme très controversé et pourtant qui a une légitimité opérationnelle selon les forces de l'ordre, je me l'expliquerai également, et bien évidemment le cinquième et dernier point, l'étape ultime, le terrorisme. Ces 5 étapes, on les retrouve dans le champ du sport. Et pas depuis 2 jours, 3 jours, depuis plusieurs années, voire des dizaines d'années. Et je vais essayer de vous le contextualiser. Alors, la permissivité, de quoi on parle? C'est plutôt un élément, je dirais, nouveau, en tout cas qui est mobilisé dans le champ du sport. C'est la première chose qui m'a interpellé quand je suis allé sur le terrain, c'est de dire, mais quand vous arrivez dans un club et que vous voyez des gens qui sont en train de faire des prières sur un tapis, quand vous êtes dans un club où vous voyez des gens qui prennent des douches complètement habillés, et quand je dis complètement, c'est parfois complètement habillés. Je dis, mais quelle est la logique? Pourquoi vous, en tant qu'éducateur, vous vous positionnez sur ce laisser-faire au lieu de rappeler le cadre républicain qui est le nôtre, qui est partagé par l'ensemble des clubs sportifs? Les réponses qui ont été faites m'ont parfois surpris et très rarement rassuré. Alors, je veux pas être anxiogène aujourd'hui dans mon propos, j'essaie d'être le plus factuel possible. Euh, il y a 3 raisons aujourd'hui qui ont été évoquées pour justifier la permissivité des éducateurs. Le principe de dire, la première raison, le principe était de dire, bah, écoutez, c'est très simple. Moi, je m'en moque. Le principe de laïcité, le principe de neutralité ne présente aucun intérêt pour moi. Je ne suis pas un citoyen français, je suis un citoyen du monde. Et comme d'autres l'acceptent, pourquoi nous, je ne l'accepterai pas? C'est une forme de lâcheté à la fois intellectuelle, on n'en est pas dupe, et certains disaient, moi, je ne sais pas trop comment me positionner par rapport à ça, donc je laisse faire. Premier point. Deuxième point pour justifier la permissivité, c'est le modèle économique. Un éducateur de boxe me disait, Médéric, si j'empêche les filles voilées de pratiquer la boxe dans mon club, j'enlève 30 à 40% de mes licenciés, donc 30 à 40% de revenus. Donc, mon emploi n'est plus assuré en tant qu'éducateur sportif professionnel dans le club de boxe. Donc, je ne vais pas aujourd'hui me couper de revenus pour ça. Donc, je laisse ces filles voilées pratiquer, alors que je sais que ce n'est pas dans les règlements de la Fédération française de boxe. Le troisième est selon moi plus sournois, et je le comprends pour le coup, c'est de dire la religion est un facteur de performance sportive. Si les gens ont besoin de prier pour réussir en compétition, je ne vais pas les empêcher de prier pour aller en compétition. Je vais vous donner un exemple concret. Un entraîneur de sport de combat très connu s'est retrouvé au pied du ring avec une objection de son athlète qui lui a dit tu ne veux pas prier avec moi, je change d'entraîneur avant de monter sur l'aire de combat, je préfère avoir un entraîneur qui pratique ma religion, on va prier ensemble, ça va me renforcer pour aller à mon combat. Alors, quand je dis que je comprends, cette logique de permissivité que je viens d'évoquer et en lien avec la performance sportive, c'est quand même pas inintéressant. Il est vrai que quand on fait des sports de combat, on peut mobiliser une croyance quelle qu'elle soit. La seule différenciation, c'est qu'il faut l'intérioriser. Je ne vois pas en quoi la visibilité, de le rendre ostentatoire auprès du public, présente un intérêt majeur. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit le plus souvent sur les salles de sport, que ce soit en pratique amateur, en pratique compétitive ou en pratique professionnelle.
Je rappelle par exemple que la Fédération française de foot a demandé à ses joueurs de l'équipe, à nos joueurs de l'équipe nationale de ne plus faire de signes de prière sur le rond central avant le début du match, mais plutôt dans les vestiaires ou dans le tunnel avant d'arriver au match. Donc ça, c'est le premier élément aux entorses. Pourquoi j'y passe un peu de temps? Parce que je considère que l'action éducative du sport va se situer à cet endroit-là. Si on est ferme sur nos principes et strict sur l'application des règles, on aura beaucoup plus de facilité à gérer les déviances qui sont beaucoup plus importantes, comme celle qui va suivre, à savoir le repli communautaire. Alors, le repli communautaire, en sociologie, dès qu'on parle de communautarisme, les débats s'enflamment. Les débats s'enflamment parce qu'on estime que c'est tout de suite connoté de manière négative. Moi, je suis plutôt favorable au terme repli communautaire parce que je l'ai vécu, je l'ai vu au quotidien au cours de mon enquête et bien avant, quand j'étais encore directeur technique national de la Fédération de kickboxing et de boxe thaï pendant les années 2008-2014. Le repli communautaire, aujourd'hui, dans un club, ça se traduit de quelle manière? Pour le coup, c'est assez simple. Vous allez avoir soit des groupes qui se retrouvent entre eux et qui se recrutent, on va l'appeler, qui se cooptent de manière autour de la religion, c'est-à-dire des co-religionnaires qui se regroupent ensemble pour travailler dans le club de sport. Alors, on va retrouver, par exemple, un club de lutte où il est instauré, en Île-de-France, il est instauré depuis des années qu'avant de commencer à lutter, il faut impérativement faire une prière collective sur le tapis de lutte. Je rappelle que le club de lutte est affilié à la Fédération française de lutte, qui donc bénéficie d'un agrément et d'une délégation. Et donc, on peut quand même s'interroger sur le principe qui est drainé au sein de ce club. Le repli communautaire, ça peut être aussi, comme je le mets dans mon dernier livre, une maman qui écrit à un entraîneur d'aïkido et un très beau texto que je présente dans le livre et qui dit à cet éducateur, il dit, écoutez, la pratique des arts martiaux a passionné mon mari et mon fils. Seulement, nous sommes de confession musulmane et notre foi nous interdit de faire un salut au maître parce que c'est une prosternation et nous nous prosternons que devant notre Dieu. Donc, le texto est très bien écrit. Et là, il faut s'interroger sur cette question-là. L'éducateur en question, je trouve, a très bien réagi, puisqu'il a rappelé le principe de neutralité, mais surtout, il a écrit au recteur de la Grande Mosquée de Paris pour demander quelle était l'acceptation d'un point de vue théologique de ce salut au maître. À l'époque, c'était Dalil Boubaker, et Dalil Boubaker a répondu avec une lettre dans les temps impartis, hein, dans la semaine, dans les 10 jours, je n'ai pas la datation exacte, et il a expliqué qu'il n'y avait aucune entorse, aucun problème à faire ce salut au maître, car ce n'était pas du tout la même chose que la prosternation devant le Dieu. Donc, l'éducateur a appelé les parents pour dire, voici ce que répond le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Et les parents ont demandé à prendre en photo la réponse pour demander à leur imam. Leur imam leur a répondu qu'en tout état de cause, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, aussi respectable soit-il, n'avait aucune compétence en la matière et que c'était l'imam du quartier concerné qui donnait les directives et qu'il était hors de question de faire une prosternation, enfin un salut au maître. La conclusion qui en est arrivée, et c'est systématique, dans tous les cas que j'ai étudiés, les gens ont quitté le club sportif. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un éducateur ou un dirigeant fait respecter les règles de la République, je parle notamment des prières, du voile, et j'en passe, automatiquement, les gens quittent le club. C'est là où ça devient très intéressant à analyser, parce que nous ne sommes plus, du coup, dans une posture de pratique religieuse, mais on est bien dans une volonté idéologique et politique de faire améliorer la visibilité d'une pratique rigoriste de l'islam, en l'occurrence pour ce cas de figure. Ça, c'est vraiment le repli communautaire. Mais ça peut aller très loin, parce que ce repli communautaire, il peut basculer très rapidement dans le séparatisme sur la base de ce que j'appelle le marketing sportif. Je m'explique. Aujourd'hui, la frontière est très ténue entre le repli communautaire et le séparatisme, si ce n'est que le repli communautaire, il n'y a pas vraiment de cadre légal pour l'interdire. Par contre, on a le séparatisme avec la loi du 24 août 2021. Alors, ce qui est très intéressant, pour rester sur le repli communautaire,
la quantification du problème au niveau national n'est pas inintéressante à observer. Avec le Conseil des sages de la laïcité, on avait reçu notamment le président de l'ANDIS, qui est le président des directeurs des services des sports des collectivités. Et pour préparer son audition auprès de nous, il nous avait dit qu'il avait fait un mail à tous ses adhérents pour savoir s'il y avait des problèmes de communautarisme. Et il nous avait expliqué en audition qu'il avait il était remonté qu'il y avait 700 clubs qui posaient un problème de communautarisme en France. Enfin, sur ses adhérents. Donc 700 clubs, si vous remettez en France, il y a à peu près 300 000 associations sportives, on va dire que c'est insignifiant. Ces 300 000, ces 300 000 associations sont réparties en deux sous-parties. Celles qui appartiennent au mouvement sportif, ce qu'on appelle le sport institué, et celles qui n'appartiennent pas au mouvement sportif, le non institué. 700 associations sur papier, c'est insignifiant par rapport aux chiffres que je viens de donner. Par contre, il faut savoir qu'en France, selon l'INJEP, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, la moyenne d'adhérents par club, par structure, par association, c'est 93. Ça veut dire que si on fait 700 par 93, on retrouve à peu près 60 000 personnes qui s'entraîneraient dans un environnement communautariste en France. Ça devient plus inquiétant parce que ça veut dire que ce sont des gens qui, à minima, ne respectent pas les principes de neutralité et encore moins les valeurs de la République. Donc il y a de quoi s'interroger. Donc là, pour l'instant, on est sur une variable. Ce qui confirme le chiffre des 700 associations communautarisées qui nous a été révélé, d'une manière plus institutionnelle, le Comité national olympique sportif français a publié un rapport le 7 décembre 2020 sur ces questions. Et sur les répondants, 22%, ce qui représentait 556 clubs, ont déclaré avoir été mis en difficulté avec des situations communautaristes en France. Donc on voit qu'il y a quand même une certaine cohérence dans les chiffres et c'est vraiment important de le constater. Donc ce repli communautaire aujourd'hui, les services de l'État ont pris la mesure de cette problématique, notamment le ministère de l'Intérieur qui, dès 2018, a sorti une circulaire pour combattre ce repli communautaire lié à l'islamisme avec les CLIR en département, c'est-à-dire que c'est placé sous l'autorité des préfets. Alors, c'est des cellules de lutte contre l'islamisme radical et contre le communautarisme. La difficulté, c'est que pour qu'ils se saisissent, il faut qu'ils aient des remontées. Et le sport, comme l'éducation nationale a connu pendant très longtemps le déni et le pas de vague, et c'est encore parfois le cas, le sport a même pas encore abordé une histoire du déni. On est encore en difficulté à l'acceptation de cette problématique. Je le vois de ces derniers temps avec la publication de mon livre. Et ça, c'est particulièrement intéressant à analyser parce que c'est compliqué pour les clubs de sport à avancer là-dessus. Alors, le troisième étage de la fusée, si je peux parler ainsi, c'est le séparatisme. Alors là, c'est très, très, très intéressant parce que c'est plutôt récent. Ça date du 24 août 2021. On a une loi qui est plutôt une loi coercitive en lien avec l'administratif, mais néanmoins, on a des chiffres officiels. C'est-à-dire que les services de renseignement et le ministère des Sports et le ministère de l'Intérieur ont des notes précises, claires, précises, concises, qui ont défini à quoi ça correspondait dans le champ du sport. Pour être très précis, Roxana Maracineanu et Monsieur Castaner, j'ai perdu son prénom, qui a été ministre de l'Intérieur à l'époque, suite à l'attentat de Samuel Paty, ont déclaré devant les parlementaires qu'il y avait, donc en octobre 2020, 127 clubs qui s'entraînaient dans une mouvance séparatiste, 5 avaient été fermés. L'UCLAT, l'unité de coordination de lutte antiterroriste, alors je suis désolé pour ces anacronymes compliqués, a confirmé ce chiffre de 122 et tout le monde s'est réjoui. Tout le monde s'est réjoui parce que ça représente 0,07% des clubs en France. Donc effectivement, quand on prend cette statistique-là, on ne peut que se réjouir. Il y a un problème, mais il n'est pas significatif. Par contre, quand on fait du chiffre, c'est intéressant d'aller plus loin. Donc ces 127 clubs, on va reprendre de 93 tout à l'heure, les 122 clubs, on va multiplier par 93 et on se rend compte qu'en France, à l'heure où je vous parle, on aurait, je mets bien le conditionnel, on aurait 11 000 personnes qui s'entraîneraient dans un environnement séparatiste, alors que la loi du 24 août 2021 l'interdit. Je précise que ces chiffres ne sont pas les miens, ce sont les chiffres des institutions.
Et donc, à partir de là, on ne peut pas les remettre en cause. Techniquement parlant, autant je ne l'ai pas dit sur les plateaux de télé, autant je le dis là ce soir, je pense qu'ils sont complètement sous-évalués, sous-estimés par rapport à la réalité. Je vous donne un exemple. Il y a quelques jours, pour ceux qui sont en Île-de-France, 67 clubs d'Île-de-France de basketball ont demandé à avoir le port du voile, sinon ils essayeraient de renverser le président de la Fédération française de basketball. Il a fallu que la région Île-de-France intervienne pour sucrer toutes les subventions. 50 se sont rétractés à l'heure où je vous parle. Ce que je veux dire, c'est qu'on voit bien cette tentative d'entrisme autour de ces questions. Donc, les chiffres sont, selon moi, totalement sous-évalués. Quatrième point, la radicalisation. Alors là, dès qu'on parle de radicalisation, les débats s'enflamment. Pour reprendre les propos de Jérôme Ferret de Toulouse, sociologue, il y a une hystérisation autour du sujet. Alors là, il faut, comme je le dis souvent, il va falloir se poser et réfléchir 2 secondes. D'un point de vue sémantique, je ne vais pas aller sur le débat sociologique, je vais aller sur le débat opérationnel. Je suis un ancien gendarme également. C'est très clair, la radicalisation, on parle de radicalisation quand les gens sont inscrits au FSPRT, le fichier de signalement pour les personnes radicalisées à caractère terroriste. C'est-à-dire que seul ce fichier fait office de personnes dites radicalisées. Quand on est au FSPRT et fichier S, on est dans un processus de radicalisation. C'est intéressant parce que depuis 2018, le pourcentage est strictement le même pour le sport. Je me suis entretenu avec le général qui commande la sous-direction, enfin les services de renseignement de la gendarmerie, dans le cadre de ma thèse. En 2018, il nous expliquait qu'il y avait 12,5% de personnes qui étaient fichées par le sport dans le cadre de ce FSPRT et 12,5%, c'est-à-dire qu'on était capable de le faire. Et très récemment, au Conseil régional d'Île-de-France, on a fait un colloque là-dessus, c'est-à-dire l'année dernière. Un commissaire divisionnaire de l'UCLAT nous a expliqué qu'on était à 13% à l'heure où on parlait. Bon, les chiffres bougent tout le temps, hein, mais on était à 13%. Alors, c'est toujours difficile de savoir ce que ça représente, mais on va dire qu'on est entre 700 et 1100 personnes en fonction du nombre de personnes au fichier complet. Ce qui est intéressant avec cette notion de radicalisation, c'est 2 choses. Pourquoi je vous fais une litanie des chiffres là? C'est plutôt pour vous montrer que si vous reprenez tous les articles de presse depuis une dizaine d'années sur le sport, tout le monde vous dit qu'il n'y a pas de chiffres, qu'il n'y a pas de données objectivables du processus islamiste dans le champ du sport. On se rend compte que c'est une erreur. Moi, j'ai eu accès au moins à 4 notes des services de renseignement et on a des chiffres qui sont donnés. On va plus loin. Les services de renseignement, ce que je publie à la fois dans ma thèse et dans le livre de cette semaine, c'est que les services de renseignement sont même capables de catégoriser les disciplines qui posent des difficultés. La première des disciplines qui pose des difficultés sur la radicalisation, ce sont les sports de combat. Sur les personnes qui sont fichées, sur les 13% qui sont fichés, 40% sont issus des sports de combat. Et après, on a à peu près l'équivalent entre la musculation et les sports collectifs, à savoir une vingtaine de pourcents. Donc c'est plutôt intéressant de voir et rassurant que les services de sécurité intérieure, les services de renseignement, la lutte antiterroriste en France sont plutôt très alertes sur ces questions-là. Le terrorisme, c'est le dernier point, c'est le passage à l'acte. Je vais vous citer, pour expliquer le lien entre le terrorisme et le sport, plusieurs choses. La première chose qui me paraît importante, qui va vous rappeler les mauvais souvenirs, attentat de 1995 au RER Saint-Michel, un des auteurs, un des chefs du commando islamiste du GIA s'appelle Boualem Ben Saïd. Il est membre de l'équipe de France, pardon, membre de l'équipe algérienne de karaté. Les attentats de 2003 et 2004 à Madrid et à Londres, tous les auteurs ont été recrutés dans des clubs de sport selon les sociologues Scott Atran et Mark Seidman. Si on prend tous les auteurs depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, pour reprendre les propos d'un très haut fonctionnaire de la lutte antiterroriste en France, ils expliquent que tous les auteurs sont passés, pour la très grande majorité, par une pratique assidue des sports de combat. C'est documenté, c'est rédigé, c'est écrit. Pourquoi on en est là? Ça ne veut pas dire qu'il faut fermer tous les clubs de sport, c'est pas du tout le sujet. On est sur un dévoiement de la pratique sportive à des velléités utilitaristes, virilistes. Ça, c'est une chose affirmée. On ne peut pas non plus dire que ces sports de combat, notamment, sont mauvais par essence. C'est ce que je viens de dire, c'est le dévoiement à la fois de la religion et le dévoiement de la pratique sportive qui conduit à ce terrorisme islamiste en l'occurrence, puisque c'est surtout ça auquel on fait face en ce moment. Néanmoins, sur la doctrine islamiste depuis une vingtaine d'années, on retrouve des documents sur Internet
des outils de propagande. Et ces outils de propagande disent clairement, il y a au moins 2 documents comment se préparer au djihad, d'aller pratiquer les sports de combat dans des salles de sport en France ou dans tous les pays européens, car c'est un très bon outil pour se préparer au djihad. Donc on se rend compte que l'activité de la lutte antiterroriste aujourd'hui en France est particulièrement, je dirais, soutenue sur cette réflexion. Pourquoi? Parce qu'on attend les Jeux Olympiques dans quelques jours. Ma question est donc de 2 ordres. Comment fait-on dans 10 mois maintenant si nous avons un membre de l'équipe de France, un ou plusieurs membres de l'équipe de France qui sont fichés au FSPRT, fichés S, c'est-à-dire qu'ils passent aucun portique de sécurité? Est-ce qu'on est en capacité de s'assurer qu'ils ne font pas d'attentats ou de choses diverses? Là, on va me dire, je suis très anxiogène. Si je me permets de le dire devant vous, c'est qu'il y a automatiquement un risque. Sinon, je ne le ferai pas. Et ce qui, moi, m'exaspère au plus haut point, et je crois que je vais bientôt avoir terminé, je suis encore dans les temps, ce qui m'exaspère au plus haut point, et je pense va vous toucher, enfin je l'espère, c'est 2 choses. L'incohérence pédagogique, et ce que j'ai appelé le concept d'éducateur sportif radicalisé, recruteur. L'incohérence pédagogique, c'est quoi? Comment voulez-vous qu'on éduque les adolescents, les jeunes adultes au quotidien quand l'éducation nationale peut s'appuyer sur la loi de 2004 et peut faire des choses en totale cohérence avec les valeurs de la République. Et de l'autre côté, le mouvement sportif fait exactement l'opposé. Je m'explique. On va prendre le cas d'une jeune adolescente qui est en classe de seconde et qui va aller faire son cours de PS de 14h à 16h au lycée. Et dans son cours de PS, son prof de PS va lui faire un cours de handball. Bien évidemment, nous sommes à l'école, pas de port de voile, pas de signe ostentatoire, rien de tout ça. À 17h, les cours sont terminés. À 18h, la jeune fille revient au lycée parce que le gymnase est mis à disposition du club de handball de sa ville. Elle est licenciée au club de handball. Elle arrive donc dans l'établissement scolaire, qui là, pour le coup, est son lieu d'entraînement. Elle retrouve non plus son prof de PS, mais c'est la même personne. Il est devenu l'entraîneur du club de handball, donc c'est son entraîneur. Et là, elle est autorisée à porter le voile. Même lieu, même pratique sportive, même prof, conditions d'application des valeurs de la République différentes. Comment voulez-vous qu'on ait une cohérence pédagogique et qu'on soit en cohérence, je maintiens ce terme de cohérence et je me le répète, qu'on soit en cohérence avec tout ça? Évidemment, les gamins ne sont pas plus bêtes que les autres et vont poser des questions qu'on n'a pas envie qu'ils posent et qu'il faut assurer. Premier élément. Deuxième élément, ce qui me rend dingue, Gilbert me pardonnera cet écart de langage, ce qui me rend dingue, et je pèse mes mots, c'est qu'aujourd'hui, vous prenez un éducateur sportif stagiaire, il va passer un diplôme d'État en boxe, par exemple. Il va obtenir son diplôme d'État en boxe délivré par la DRAGES, la Jeunesse et Sport, qui est sous l'autorité du rectorat, le jeudi après-midi. Le vendredi matin, pas de chance, ce prof de boxe était surveillé par le renseignement territorial, les services de renseignement français. Et ils ont décidé qu'il était peut-être une menace pour la société, mais pas au point de l'interpeller, on va le placer sous surveillance. C'est-à-dire qu'on va demander au préfet de département, le matin, le vendredi matin, dans un groupe d'évaluation départementale, on va dire au préfet, voilà, monsieur, on va prendre mon nom, monsieur Chapiteau a eu son diplôme de boxe hier, mais on est un peu inquiet pour lui. On s'inquiète sur ses postures vis-à-vis des valeurs de la République et on pense qu'il faut le mettre au FSPRT. Donc on va me ficher. Le préfet va me ficher parce qu'il estime que je suis une potentielle menace pour la sécurité nationale. On va me ficher ça avec ça. Tout à fait légitime. Le même préfet, à 14 heures, moi je ne suis pas au courant que je suis fiché. Je vais venir à la préfecture avec mon beau diplôme tout neuf et je vais demander au préfet de me délivrer une carte bleu, blanc, rouge d'éducateur sportif pour pouvoir enseigner en tout lieu, c'est-à-dire même à l'école, dans les clubs sportifs. Et le préfet va me délivrer ma carte parce que comme je suis fiché mais je ne suis pas condamné, mes conditions d'honorabilité sont respectées. Donc on va me délivrer une carte et mes collègues de l'éducation nationale vont me faire confiance parce que j'ai une carte bleu, blanc, rouge et que je peux enseigner avec tous les publics, alors que le matin, les services de renseignement avaient estimé que j'avais un problème avec les valeurs de la République, voire plus en l'occurrence. Si vous voulez, c'est pas tenable. D'un point de vue, encore une fois, dans la cohérence et pour les valeurs de la République, ce n'est absolument pas tenable, ce type de posture. Il faut trouver des solutions. On ne peut pas lister, ficher quelqu'un parce que la légitimité des forces de sécurité est telle qu'ils ont raison, parce que j'ai peut-être transgressé différentes règles, et d'un autre côté, me donner l'autorisation d'aller enseigner à tous les niveaux. Pour ça, je vais vous donner un exemple concret qui est arrivé il y a quelques mois.
J'en parle dans mon bouquin. Un prof de judo dans une classe sportive d'un lycée de chez moi, dans le Jura, était un jeune converti, sportif de haut niveau, ex-sportif de haut niveau, qui a obtenu son diplôme dans un CREPS, qui avait sa carte professionnelle, qui s'occupait d'une classe sportive, c'est-à-dire des jeunes qui font ça en plus de leur temps scolaire en judo. Au bout de quelques semaines, il a commencé à virer toutes les jeunes filles, à avoir des propos très particuliers pour les jeunes judokates. Il a fallu que les parents s'en mêlent. Et en fait, la fédé de judo s'en est mêlée, etc. derrière. Et en fait, on s'est rendu compte que la personne était radicalisée, fichée à ce moment-là. C'est pas possible. Je veux dire, des choses comme ça ne sont pas possibles. D'ailleurs, c'est par le Conseil des sages qu'on a pu prévenir le recteur qui, lui, n'avait même pas été avisé de la situation. Donc, vous imaginez, c'est loufoque comme situation. Alors, pour conclure et pour laisser du temps aux échanges, comme je m'y étais engagé, je propose trois moyens d'action rapides. Le premier, bah, je suis un fan, et ça ne vous surprendra pas, de la loi de 2004. Aussi imparfaite soit-elle, elle répond à énormément de positions positives sur le sujet. Et je suis pour vraiment dans la cohérence. On peut pas, le sport ne peut pas agir dans la complémentarité éducative et pédagogique sans pouvoir s'adosser à la loi de 2004. Donc je pense qu'il faudrait réfléchir à étendre la loi de 2004 au sport. Au moins, ça sécurisera jusqu'à la majorité. Alors même s'il y aura plein de débats juridiques autour de cette question, les juristes présents peut-être pendant le webinaire mesurent mieux que moi les difficultés que ça peut poser. Le deuxième point, je pense qu'il faut arrêter de créer des lois et pas les appliquer. La loi du 24 août 2021 doit être mise en œuvre sans discuter. On ne peut pas aujourd'hui, c'est indécent, je pèse mes mots, c'est indécent de dire qu'on a 122 clubs qui représentent 0,07% et qu'on ne soit pas en capacité de les fermer. Si c'est si peu, ça doit être très facile à fermer. S'ils sont identifiés comme séparatistes, on utilise la loi, on les ferme, parce que ça représente quand même 11 000 personnes. Comme je disais à des amis préfets qui sont en lien avec ces questions-là, j'aurais dit, mais vous vous rendez compte, un jour, des parents vont déposer plainte contre vous pour mise en danger de la vie d'autrui. Vous savez quels sont les clubs qui sont défaillants, on ne les ferme pas et on ne dit rien aux parents, mais c'est juste pas possible. Donc il faut appliquer cette loi du 24 août 2021. Et enfin, il faut résoudre ce problème des éducateurs sportifs radicalisés. On ne peut pas continuer à mettre en face à face pédagogique des gens qui ne respectent pas à minima les valeurs de la République, voire qui sont dangereux pour les équilibres de la nation et surtout pour la cohérence auprès de nos jeunes qu'on leur confie. Voilà, alors, une fois qu'on a dit ça, ce sont des mots, il faut passer aux actes. Il y a une réelle volonté de certains acteurs du sport à intervenir. Malheureusement, on a aussi une réelle volonté de certains à empêcher que ça arrive. Donc là, on est dans un combat, je dirais, plutôt idéologique, plutôt que juridique. Et j'espère que les drames successifs vont être utiles à préserver ces équilibres parce qu'on n'a pas à rougir de notre principe de laïcité. Et Gilbert, je te remercie pour m'avoir permis de donner un peu de sens, en tout cas à la vision que j'en ai. La laïcité est quelque chose de positif et on l'utilise trop souvent à des fins de blocage, alors que c'est quelque chose qui permet à chacun de pouvoir s'exprimer dans le respect des valeurs de la République. Merci pour ce temps de parole que j'ai respecté. Merci Médéric, et c'est moi qui te remercie parce que ce travail est vraiment documenté. Il faut peut-être rappeler le titre du livre que tu viens de publier, qui est sorti, je crois, il y a très peu de temps, hein, Quand l'islamisme pénètre le sport. Si tu as un exemplaire à nous montrer, voilà. Ouais, je ne sais pas si on le voit du coup, parce que j'ai le. Non, on ne le voit pas, on le Ouais, voit bon, bien, on le voit bien. Peu importe. Donc, Quand l'islamisme pénètre le sport, sorti aux presses universitaires de France, fort bien documenté, donc, et qui est le fruit d'une observation de terrain, de recherche sociologique, de contact, et puis aussi le fruit de ton expérience. Moi, j'ai une première question à te poser. Tu fais partie du Conseil des sages. Le Conseil des sages de la laïcité a sorti plusieurs guides sur donc liberté d'expression, neutralité et laïcité dans le champ du sport. Un autre guide sur l'évitement des cours d'éducation physique et sportive et le recours à des certificats médicaux non justifiés. Cela signifierait-il que le domaine du sport, l'activité sportive, est investi par donc l'islamisme, l'islam radical dès les premières années de vie de l'enfant? Depuis quand, enfin de quand peut-on dater cette intrusion de l'islam radical au sein des activités sportives? Parce que j'ai le sentiment aujourd'hui, non pas on a atteint un point de non-retour, mais qu'il va être très difficile
très difficile de revenir en arrière. Ce d'autant plus que, comme tu l'as dit, un certain nombre d'éducateurs, de membres de l'encadrement sont des alliés objectifs, puisque on attire leur attention, ils disent, oui, mais si je lui impose de ne pas faire sa prière ou si je ne peux pas lui fournir de menu halal, eh bien, il ira dans un autre club. Et voilà, d'où ma question. Est-ce qu'on ne peut pas craindre aujourd'hui que se développe à côté des compétitions officielles, des compétitions communautaires, hein? Alors, déjà, sur la première partie de ta question, je pense que le sport se développe en mimétisme avec l'éducation nationale. Donc, dès que l'éducation nationale a rencontré ses problèmes avec l'affaire de Creil, je pense que le sport a été déjà impacté de la même manière. Dans la commission Stasi en 2003, Jean-François Lamour, alors ministre des Sports, a déjà expliqué cette problématique on va dire de communautarisme. C'était le terme qui était expliqué à l'époque. Donc ça montre que, c'est ce que je dis depuis le début, pour moi, le sport ne peut pas agir contre l'éducation nationale, mais en complémentarité de l'éducation nationale. Ça, c'est je dirais, cohérence pédagogique et républicaine. Sur ton interrogation, je vais te surprendre, Gilbert, sur ta question, mais j'espère qu'ils vont quitter le sport institué et créer leur propre compétition à côté. Mais je l'espère et je vais te dire un truc, je l'encourage. Je l'encourage pourquoi? Parce que ça nous permettra de contextualiser et de caractériser le côté séparatiste pour fermer les clubs. Parce que là, on pourra voir exactement qui fait quoi, exactement avec ce qui s'est passé sur les clubs, sur le basket en Ile-de-France. Alors, on va me dire c'est une prise de risque. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que ça soit plus risqué de les identifier sur un dispositif parallèle et d'assumer d'avoir le courage, pardon, de faire ce qu'il faut d'un point de vue légal, plutôt que de laisser des personnes infiltrées, je vais prendre ce terme à dessein, dans nos clubs, qui pourraient diffuser une idéologie contraire aux valeurs de la République sans qu'on puisse intervenir. Oui, à l'appui de ma demande, il y a cette affiche que je t'avais adressée, donc d'une compétition sportive de football à 7 entre deux mosquées. Voilà. Voilà. Nous allons peut-être, enfin, nous allons passer maintenant aux questions. Alors, une première question qui a été posée par notre amie Annie Sugier, qui est grande spécialiste aussi de la question, Annie qui a été prix de la laïcité l'année dernière, et qui nous demande comment, est-ce qu'on connaît la position du nouveau président du CNOFS? Alors, bonjour Annie, ravi de te savoir parmi nous sur ce webinaire. Alors, le président du CNOFS, pour l'instant, ne s'est absolument pas positionné, à ma connaissance, sur ces questions-là. Alors maintenant, il est politique. C'est pas en politique sportive, c'est un politique tout court à la base, puisqu'il est président du conseil départemental, je crois, sous l'étiquette LR en Bretagne. Donc là, je pense qu'il va avoir automatiquement des positions à prendre à la fois par rapport au CNO et par rapport à son étiquette politique. Cependant, j'ai quand même l'impression, et j'espère que mon intuition est bonne, que les présidents de fédération sont de plus en plus souvent chahutés sur ces questions-là et ont beaucoup de mal à faire face. Donc, j'ose espérer qu'il va y avoir une prise de position. Et pour le coup, je salue à nouveau ce que j'ai fait aujourd'hui, les prises de position de l'actuel ministre des Sports qui n'a strictement rien à voir avec la précédente et qui a des prises de position, je dirais, très républicaines à rappeler la règle. Et donc, en rappelant la règle, ça conforte les présidents. Maintenant, j'attends un acte fort, pour être très clair, à la fois du CNO et du ministère, qui est le suivant. Il y a 120 fédérations françaises en France. Il n'y en a pas une qui a la même application de la règle autour de la neutralité sur le territoire national. La Fédération française de foot qui a été mise en première ligne et qui a gagné son procès contre les hijabeuses doit servir de leçon. Et je vais dire comme je le pense, je ne comprends absolument pas que dans la foulée de cette victoire de la fédération et de toutes les personnes qui ont accompagné ce combat-là, le ministère n'ait pas demandé à toutes les fédérations de changer leur article 1 et de le faire à dessein exactement comme la Fédération française de football l'a proposé. Ça aurait été une marque forte d'une volonté du mouvement sportif à rappeler le principe de neutralité dans le champ du sport et des rappels des valeurs de la République. Merci Frédéric. Alors, je vais prendre une question qui nous est posée par Daphné. Je la lis. Bonsoir. Je souhaiterais savoir si vous avez eu des retours sur la pratique sportive dans le second degré, collège-lycée, mais également dans le premier degré,
car selon les dernières annonces, le sport va faire une entrée plus importante au sein de l'éducation nationale. Alors, merci Daphné pour cette question. Et alors, je vais peut-être vous gâcher votre soirée. Qui va être très problématique pour le premier, c'est le second degré, hein, je crois, c'est ça, pour le premier degré. Oui, Ce qui va être très problématique pour le premier degré, c'est que autant je m'inquiète pas sur la pratique sportive, je m'inquiète sur les personnes qui vont faire pratiquer le sport. Puisque là, il n'y a pas de prof de PS, donc on va faire venir des intervenants extérieurs. On va leur demander une carte professionnelle, mais qui dit carte professionnelle ne dit pas principe, je dirais, vous l'avez compris, des gens qui peuvent être fichés au FSPRT et fichés S peuvent intégrer vos écoles pour faire pratiquer le sport. Alors, attention, c'est pas massif non plus, il ne faut pas s'inquiéter. Mais en tout cas, on a, pour garder une métaphore sportive, un trou dans la raquette. J'étais à Bordeaux il y a quelques jours pour faire une formation auprès des inspecteurs d'académie et des référents laïcité du rectorat. Et j'avoue que certains sont tombés de l'armoire pensant très gentiment que tous les éducateurs sportifs étaient automatiquement de purs républicains et qu'allaient faire respecter le principe de neutralité. Il n'en est rien. Médéric, est-ce que tu as évoqué le foot, les sports de combat? Est-ce que cet entrisme islamique est uniforme sur l'ensemble des disciplines? Est-ce qu'il y a des disciplines qui échappent aujourd'hui donc à cet entrisme? Bah, on va prendre un sport qui t'est cher. Je pense pas que le golf voit beaucoup d'entrisme islamiste aujourd'hui sur le territoire national, si ce n'est avec les financeurs de certains groupes terroristes potentiellement, mais je m'aventurerai pas sur ce terrain-là. Non, plus sérieusement, j'ai pas non plus. Je vais faire un peu d'humour, mais on n'a pas grand monde en danse classique, on n'a pas grand monde dans certaines activités. Je pense que personne n'est à l'abri parce qu'on ne connaît pas l'environnement familial autour de ça. Je pense il faut être vigilant autour de ces disciplines. Les trois familles d'activités principalement impactées sont les sports de combat, les sports collectifs, futsal, basket et peut-être un peu le handball, et bien sûr la musculation. Juste pour compléter, Gilbert, la réponse à Daphné que j'ai oublié de dire, notamment pour le premier degré, il faut être vigilant, et tu l'as rappelé, toi Gilbert, avec le travail qu'on avait fait avec le Conseil des sages, c'est sur également au niveau des premiers degrés, c'est sur la piscine. Sur la piscine, il faut être vigilant avec les certificats dits de complaisance et voir un peu ce qui s'y passe. Voilà, c'était juste ce que j'ai oublié de préciser à Daphné. Elle m'a demandé dans quelle discipline. Alors, une autre question de Virginie. Alors, cette question fait suite probablement à tout ce que nous avons découvert suite à la publication du livre de Florence Bergeau-Blaclair sur le frérisme. La question qui nous est posée, c'est, bon, vous n'évoquez pas les frères musulmans, est-ce que cela ferait sens de se demander si toutes ces tentatives de tester les clubs de sport proviennent d'une action organisée et ciblée d'organisations comme les frères musulmans? Alors, on peut pas. Alors, moi, comme je l'ai dit, hein, je ne cherche pas. Je suis pas un spécialiste ni des religions, ni des dérives, ni des frères musulmans ou autres. Par contre, automatiquement, ils rentrent dans mon spectre de réflexion et d'action. Florence a fait dans son livre, elle explique d'ailleurs qu'il y a un Oui. problème avec le sport et un entrisme avec le sport. Dans une interview aujourd'hui dans l'Express, Bernard Rougy expliquait que les deux cibles prioritaires de l'islamisme radical et des frères musulmans étaient effectivement l'école et le sport. Et c'est tout à fait pertinent. Alors là, c'est plus une hypothèse que je formule plutôt qu'une affirmation. C'est que le sport est un formidable vecteur de diplomatie et il y a énormément de diffusion, soit par les réseaux sociaux, soit par la télé. Donc automatiquement pour eux, recruter en son sein et véhiculer leur idéologie par le biais du sport est un formidable vecteur facilitant parce qu'il y a beaucoup moins de contrôle que sur le reste du secteur. C'est même plus facile dans le sport que dans l'école. Oui. Oui. Alors, autre question. Les clubs, les entraîneurs ne sont pas tous des laïcs acquis. À Vaux-en-Velin, dans les années 90, le maire PC, Maurice Charrier, on le cite, prêtait généreusement le gymnase de Vaux-Sud, un des quartiers de la ville, pour les fêtes de l'Aïd. À votre avis, comment faisait la principale du collège pour que les élèves de confession musulmane fassent du sport alors qu'ils venaient de célébrer l'Aïd au gymnase et refusaient de faire du sport dans ce lieu devenu sacré? Là, on est effectivement dans la démonstration du caractère un petit peu aberrant des Mais décisions d'élus. ouais, mais on est dans l'incohérence et en plus, c'est de l'incohérence attachée à du clientélisme. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein. C'est aussi du clientélisme politique, ce genre de décision, hein. Et on veut s'assurer un nombre incalculable de voix pour la réélection derrière. Alors, pour aller à la fois dans le sens et nuancé, malheureusement,
On ne voit pas ça qu'avec le PC ni avec l'ultra-gauche. On voit également ce type d'attitude sur la place de l'échiquier politique qui est parfois très surprenant. Les discours ne sont pas toujours suivis des mêmes actes sur le terrain, vous pouvez m'en croire. Une question de Frédéric, que tu connais. Ah Pourquoi oui, les positions visant à imposer la neutralité dans le sport ne passent pas au Parlement? je pense que il y a un manque de courage. Deux, on n'est pas sur un clivage politique. Je ne le pense pas. Je pense qu'on est sur un clivage idéologique. Et politique et idéologique en termes de parti ne va pas toujours de pair. On a des gens de la majorité, même relative, qui ont toujours été pour, et des gens qui ont toujours été contre. Je pense que le moment de la neutralité est peut-être arrivé au regard des multitudes d'affaires qui sont parfois insignifiantes, les histoires des footballeurs, avec les problématiques de club que j'évoque dans le bouquin, et il faut être très honnête, un ras-le-bol d'une partie de la population autour de ces questions-là. Moi, j'ai été étonné suite à mon interview de ce matin sur BFM, étonné du nombre de personnes, je dirais une bonne dizaine dans la matinée, qui m'ont écrit, je crois que je t'en ai lu quelques-uns, Gilbert, qui m'ont écrit sur LinkedIn pour me dire mais je me suis retrouvé dans votre discours, j'ai arrêté d'être président d'un club parce que ce n'était plus tenable, etc., etc. Donc je crois, j'espère, que nos politiques vont réfléchir à cette question. Que ce soit la neutralité ou au moins la loi de 2004 qui nous préserverait au moins pour nos jeunes et nos adolescents. Merci, Médéric. Alors, il y a quelques mois, lorsque tu nous as annoncé donc la prochaine publication de ton ouvrage, tu nous avais dit ça va faire du bruit, ça va faire du bruit. Force est de constater que ça fait du bruit. Il suffit de voir les réactions de la presse, la publication des bonnes pages dans un certain nombre de journaux. Euh, on savait qu'il y avait ce problème, mais on ne savait pas à quel point la question était aiguë. D'où une question d'autres personnes que tu connais qui se prénomme Alain et qui te félicite pour ton passage ce matin donc sur BFM dans l'émission d'Apolline de Malherbe. La ministre des Sports a déclaré sur la même chaîne un peu plus tard: la situation est trop sérieuse et importante pour qu'il y ait des caricatures et des inexactitudes. J'infirme les chiffres selon lesquels 12% des inscrits au FSPRT le sont dans le cadre du sport. Les chiffres sont datés. Tu as déjà répondu, mais peux-tu répéter ta réponse à cette objection, Médéric? Alors, c'est toujours intéressant de toujours se défendre sur cette question-là en disant que c'est daté. Là, je trouve très sincèrement que c'est une très mauvaise réponse de la ministre et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ses prédécesseurs ont toujours dit qu'il n'y avait pas de chiffres. Oui. Donc là, déjà, on ne contradit plus les chiffres. Donc maintenant, on concède en faisant cette réponse qu'il y a bien des chiffres. En même temps, c'est difficile de dire le contraire, puisque ces chiffres-là, ce ne sont pas les miens. Ce sont ceux du ministère de l'Intérieur et du ministère des Sports. Ce ne sont pas les miens. Le Hmm. chiffre de 12%, d'ailleurs, c'est pas 12, c'est 13, que la ministre a, et 12,5%, ce sont des hauts fonctionnaires du ministère de l'Intérieur qui l'ont dit publiquement ou de manière enregistrée officiellement dans le cadre d'entretien de ma thèse. Et chacun a écrit. Pour le 13%, c'est un commissaire de l'UCLAD qui l'a dit le 29 juin 2022 au Conseil régional Île-de-France devant à peu près 150 personnes et j'ai fait répéter 3 fois le chiffre pour qu'on soit bien d'accord qu'on parlait bien des fiches actives et pas des fiches non actives. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de la technicité du FSPRT, mais voilà. Donc, il n'y a pas de sujet. Par contre, elle a raison pour dire que c'est daté, puisque pour dire daté, c'est des chiffres qui datent d'il y a 1 an, il y a 2 ans. Effectivement, aujourd'hui, on est peut-être à, je vais dire n'importe quoi, à 10, à 15, à 8%. Mais le but pour moi, c'est pas d'utiliser le chiffre pour dire attention, il y a tel volume. C'est de dire, ça fait des années qu'on dit qu'il n'y a pas de chiffre, et maintenant, on nous dit qu'en fait, il y en avait. En tout état de cause, je n'entends jamais comme réponse nous allons agir. Hmm. C'est qui me gêne. Tant mieux si c'est insignifiant, tant mieux si c'est moins, on ne peut que s'en réjouir. Donc c'est encore plus facile d'agir et d'intervenir, puisque c'est pas beaucoup. Hmm. On peut espérer Quelle est que... ma, Oui. quelle est Oui. ma position? Oui. Euh,
Annie apporte une petite précision. Le Sénat avait proposé l'intégration de la règle 50.2 dans les statuts de toutes les fédérations, comme c'est le cas pour la FFF. Ça pourrait être complémentaire de l'extension de la loi de 2004 aux activités sportives. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, Annie. C'est ce que je disais suite à la victoire de la Fédération française de foot. Le ministère aurait pu tout à fait demander à chaque fédération de modifier dans le cadre de ses statuts, dans les statuts types, d'impliquer directement cette disposition dans l'article 1. Et force est de constater que ça n'a pas été fait. Attention, hein, il y a de fortes, fortes résistances et tensions au sein du ministère des Sports, qui ne veut pas dire que c'est la ministre qui est en difficulté, qui est en opposition avec ça. Hein. C'est absolument pas mon propos. Pour Alain et notamment Frédéric, puisqu'elle est là, on a participé avec des réunions au ministère des Sports. Au niveau de la direction centrale, c'est juste, je vais peser mes mots, catastrophique quant à la culture des valeurs de la République sur ces sujets-là. Hein. On a une opposition très très forte où des gens, d'ailleurs, il faut quand même être très clair, hein, l'ancienne ministre des Sports, Roxana Maraciano, au Sénat, a déclaré moi, le sport que je souhaite, c'est un sport inclusif. Venez comme vous êtes. Le slogan de McDo. Tout est dit. Hein. Oui. Pour en avoir un petit peu débattu avec la ministre, je peux te dire que, enfin, tu le sais, tu l'as entendu, que ce n'est pas sa position. Alors, notre ami Philippe Guittet, la loi ne devrait-elle pas obliger chacune des fédérations sportives de fixer leurs règles dans un respect strict de la laïcité au niveau des tenues sportives et rappeler dans chacun de leurs règlements la loi sur les valeurs de la République? Complètement d'accord, Philippe. Je suis complètement d'accord avec vous. On est pleinement dans cette logique-là, et ça rejoint ce que vient de dire Annie juste avant et ce que j'avais évoqué. Je pense que avant de parler de cadre légal, de loi à créer, il suffit simplement de prendre un décret, de modifier des choses pour aller très vite dans le cadre de l'article 1 des fédérations sportives. Ouais. Bon, une question que j'attendais. De nombreux sportifs français, visiblement catholiques, entrent sur les terrains, les tatamis et autres lieux de sport en se signant. Cela ne choque personne. Quelle différence faites-vous? C'est vrai que le Très signe de bonne croix de question, footballeur, très bonne. Le signe de croix est percutant. On le voit souvent. Celui qui est protestant, qui le fait beaucoup, c'est Giroud, Olivier Giroud, qui a une foi très marquée et qui le montre. Il faut savoir que je crois que Giroud, sauf erreur de ma part, est très régulièrement sanctionné d'un point de vue financier. Mais bon, quand il paye une amende, c'est l'équivalent de 10 centimes pour nous. Donc, c'est pas la même. Voilà. Mais d'un point de vue sanction, ça existe. Pour répondre à la question, je ne fais aucune distinction. Le principe de neutralité, c'est le principe de neutralité. C'est-à-dire que, quelle que soit sa religion, on n'est pas sur cette logique. Mais là aussi, on a une ambiguïté au niveau du ministère des Sports. Le ministère des Sports a, par exemple, donné un agrément à la fédération française, pas française, à la fédération de Maccabi, qui est de confession, enfin de culture israélite. Et à partir de là, il y a des vraies questions qui se posent. Et je vais vous donner une anecdote à ce sujet-là. Ça s'est passé dans le sud de la France, je ne vais pas localiser plus que ça. Le club de Maccabi X a demandé à ne plus jouer le samedi puisque c'est Shabbat. Et donc, suite à des pressions, le président du comité départemental, c'est réel, hein, ce que je vous dis, c'est pas romancé. Hein, le président du comité départemental a cédé aux pressions au bout de quelques mois. Et là, pour le coup, il y a eu un vrai consensus républicain de la part des autres religions, puisque les autres clubs ils se sont mis d'accord. Certains ont dit, bah, nous, on ne veut plus jouer le dimanche parce qu'on est catho, et d'autres ont dit, bah, nous, on ne joue pas le vendredi parce que c'est le moment de la grande prière. Et c'est pas une plaisanterie. Le président du comité départemental a dû démissionner. Donc, je suis complètement en phase avec ça. Il n'y a pas de posture anti-islam dans mon propos. Il y a juste une posture pas anti d'ailleurs, une posture pro-neutralité qui vise à mettre tout le monde sur le même pied d'égalité autour de la pratique sportive. D'ailleurs, c'est le but de l'universalisme du sport, c'est que tout le monde vienne, quelle que soit sa religion, sa couleur de peau, son sexe, quelles qu'ils soient ses différences, pratiquer avec les mêmes règles du jeu que tous les autres. Alors, Médéric, une question qu'on attendait un petit peu. Je vais te faire partager l'inquiétude d'une maman, Arlette. Pour une maman qui va inscrire son enfant, par exemple, à la boxe dans un club, comment faire pour savoir si c'est un bon club ou non? Bah, on ne serait pas en séminaire, enfin en webinaire comité laïque, je vous dirais priez, madame. Non, je plaisante. Euh, C'était pour vous dire que c'est compliqué. Dans 99% des clubs sont très bien. Le problème, c'est de ne pas tomber sur le pourcent. C'est la nature de mes travaux. Vu qu'on sait que c'est pas, heureusement, un phénomène massif, pourquoi nous embêter
arrêtons-nous encore à nous poser ce type de questions. Fermons les clubs qui posent problème, puisque visiblement, ils sont localisés et identifiés et localisés. Dans l'état actuel des choses, la meilleure des solutions, c'est de se renseigner auprès de la collectivité territoriale pour savoir si le club est sérieux et éventuellement Jeunesse et Sport, qui pourra également vous donner des billes et puis regarder les réseaux sociaux avant. Mais encore une fois, je peux vous rassurer, dans 99,9% des cas, ça se passe bien. Hmm. Question de Joseph. Les animateurs sportifs ne sont-ils pas soumis obligatoirement à une formation valeurs de la République et laïcité dont dépendrait leur agrément? Alors, non. Ils ont l'obligation d'être formés déjà en formation en tant que stagiaires. Ils ont l'obligation d'avoir une formation sur les valeurs de la République, la laïcité, et normalement même de la prévention de la radicalisation. Bien évidemment, le troisième volet est très, très rarement abordé. D'ailleurs, depuis la loi du 24 août 2021, tous les arbitres de toutes les disciplines sportives ont l'obligation de se former au même thème. C'est pas fait non plus. Les éducateurs sportifs, pour avoir une carte professionnelle d'éducateur sportif, il vous faut, un, votre diplôme, deux, la vérification des conditions d'honorabilité. C'est l'article L212 10, 9 et 10 du Code du sport. On va vérifier dans les conditions d'honorabilité vos condamnations, quelles qu'elles soient, pour voir si ça pose un problème. Comme je l'ai dit, les problématiques de radicalisation, de séparatisme, etc., ne rentrent pas en ligne de compte quand il n'y a pas de condamnation. Donc ça, c'est évacué. Mais par contre, il n'y a pas d'obligation pour renouveler sa carte pro à suivre une formation de ce type. On part du principe qu'à partir du moment où ils ont été formés, ils ont eu la formation. Hmm. Alors, une question de Sébastien qui nous renvoie donc au rapport que le Conseil des sages avait publié sur l'évitement des cours d'éducation physique. Sébastien nous dit les certificats de complaisance posent problème aussi dans le second degré avec la complicité de médecins qui n'hésitent pas à dispenser les jeunes filles de piscine en raison de règles douloureuses qui durent un trimestre. Que peut-on faire face à ce type de médecin? Question Alors, subsidiaire, est-ce que ce document est à la disposition du public? Est-ce qu'il peut être consulté? là, je pense qu'Alain est en train de trépigner derrière son ordinateur en voulant répondre. Alors, je vais essayer de ne pas faire une mauvaise réponse pour pas qu'ils m'en veulent. Alors, premier élément, oui, tous ces documents sont en ligne sur le site du Conseil des sages de la laïcité. Il suffit de taper nos productions et vous trouvez les documents. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, dans le groupe de travail qui a permis d'établir ce guide avec le Conseil des sages, était associé notamment le représentant, je crois, de déontologie de l'Ordre national des médecins et un spécialiste et un médecin également en charge de ces questions-là. On a tout de suite remarqué, et je ne pense pas me tromper à le dire, qu'il y avait quand même une forme de comment dire, de protectionnisme corporatiste autour des médecins sur ces questions-là. C'est très difficile de faire bouger l'ordre des médecins là-dessus, même si c'est pas impossible. Il faut vraiment catégoriser rapidement la situation. On a constaté des choses de dingue, hein. Des allergies au chlore dans la piscine alors que la piscine n'est pas traitée au chlore. Enfin bon, tout ce que vous avez donné dans l'exemple, à savoir des médecins qui seraient complaisant, à minima. Ça existe énormément. Pour l'instant, il n'y a pas de facilité à intervenir, mais encore une fois, je dis bien, j'ai l'impression que les choses changent. La problématique que rencontre l'éducation nationale, c'est qu'elle manque de médecins scolaires. Et donc, pour faire les contrôles, c'est quasi une mission impossible pour eux. Ils ont énormément de tâches. Ça a été pointé pendant notre rapport. Il faudrait augmenter considérablement les médecins scolaires pour pouvoir essayer d'avoir un contrôle efficace de ce type de pratique. Alors, Médéric, il y a de nombreuses questions donc, qui font état d'une peur de la violence, hein. Non seulement ceux qui prennent la parole pour critiquer l'islamisme risquent des menaces de mort, mais risquent aussi leur peau, comme les laïcs de l'Algérie des années 90 jusqu'à nos jours. On voit assez régulièrement, j'en ai quelques témoignages, des arbitres qui se font chahuter, des joueurs qui se font tabasser, et la terreur régner dans certains vestiaires. Alors, c'est une très belle remarque. Alors moi, je voudrais saluer ici une personne que vous connaissez sûrement pas, qui doit avoir à peu près 80 ans, qui s'appelle Youssef Fates. Youssef Fates a quitté l'Algérie pendant la décennie noire. Il était prof là-bas. Il est revenu en France. Il est prof. Il a fini à Nanterre au STAPS de Nanterre, en UFR STAPS, où il était maître de conférence. Youssef Fates, d'ailleurs, je pourrais le transmettre son papier, Gilbert, si tu veux le faire passer aux gens, a écrit un article sur comment l'islamisme s'est développé en Algérie et notamment pendant la décennie noire
comment les miliciens du GIA et les terroristes du GIA ont été recrutés. Ils ont tous été recrutés dans des clubs d'arts martiaux et de sports de combat. Donc, Mm. Youssef a toujours pris la parole. Et en 2004, quand il a publié son papier, on lui a pas rayonné, mais on ne l'a pas pris au sérieux. Et aujourd'hui, je vous invite à lire ce papier parce qu'il a une résonance particulière avec les situations qu'on vit et ce que moi j'ai écrit dans le cadre de ma thèse. Donc, c'est important de le dire parce que c'est vraiment quelqu'un qui a été très important dans le cadre de mes travaux de thèse. Ça, c'était juste pour le contexte. Oui, effectivement, il y a la peur. Il y a la peur, et je disais tout à l'heure à un ami qui disait, mais t'as pas peur pour toi avec tes prises de parole. Je parle pour moi là, mais c'est valable pour n'importe qui. Jean-Pierre Suita disait, je redonnerai mon exemple après, Jean-Pierre Suita, le président de la Fédération française de basket, a dit au Sénat, quand il a été auditionné, que les arbitres avaient peur d'intervenir parce qu'ils se faisaient caillasser s'ils interdisaient le port du voile. Mais bien évidemment, il y a la peur. Et vous savez pourquoi il y a la peur? Elle est très simple. Parce que l'institution sportive, je mets le ministère et je mets le CNOSF dedans, n'est pas clair sur ses positions. On n'est pas strict sur ce qu'on doit mettre en œuvre. On n'est pas ferme sur les principes, comme dirait Alain Sexy. On doit être ferme sur les principes et il faut être strict, là, pour le coup, dans l'application et pas trop souple. Et là, aujourd'hui, les éducateurs, les arbitres, les dirigeants, ils sont démunis face à la situation. Pas un cadre réglementaire ou légal clair. D'où l'idée de la loi de 2004, etc., etc. Et moi, je suis profondément agacé de voir que des gens arrêtent le bénévolat parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de vivre et surtout qu'ils ne sont pas soutenus dans leur quotidien. Et ça, c'est vraiment important. Ensuite, la peur, c'est le but du terrorisme au but ultime. Et là, aujourd'hui, on est tout de suite taxé d'islamophobe dès qu'on intervient sur ces questions-là. D'ailleurs, c'est pas innocent. Moi, j'ai pris le positionnement de la déviance parce que du coup, je compare régulièrement l'islamisme aux violences sexuelles et au dopage, ce qui permet d'atténuer un petit peu le sujet. D'ailleurs, tous les journalistes disent que dans mon livre, à aucun moment j'attaque la religion, et c'est vrai. Ça ne veut pas dire que je la combats pas. Je ne l'attaque pas au sens premier du terme. Par contre, dans le combat, je serai intransigeant. Et nos aînés ont combattu chacun à leur niveau, que ce soit pour la loi de 1905, que ce soit pendant la guerre. Et je dis souvent, ma grand-mère à 10 ans dans le Jura faisait passer de France libre à France occupée par la rivière. Elle avait le droit d'avoir peur. Ceux qui prennent la parole aujourd'hui, on doit savoir ce qu'on dit, on ne doit pas fauter dans nos propos, on doit être construit dans nos réponses, mais par contre, je ne peux pas avoir peur, c'est pas possible d'avoir peur. On doit pas. Et on doit aider ceux qui sont en difficulté, en l'occurrence les dirigeants, les clubs. J'ai reçu, moi, énormément de demandes là-dessus, de les aider et de les accompagner, et je comprends particulièrement ceux qui, aujourd'hui, abandonnent parce que c'est trop compliqué. Et il faut qu'on les aide. Et on ne peut pas les aider autrement que par leur donner un cadre réglementaire efficace pour eux. Une proposition de Frédéric, ne serait-il pas plus simple d'intégrer la règle 50.2 dans les statuts des fédés plutôt que d'appliquer la loi de 2004 au sport? Le Conseil d'État a validé cette possibilité de réception de la règle olympique par les fédés. Si, je suis d'accord complètement. On en a déjà longuement parlé avec Frédéric. Pourquoi j'aime la loi de 2004? C'est pas parce que c'est la loi de 2004, c'est parce qu'elle s'intégrerait dans la complémentarité éducative et pédagogique. C'est-à-dire que je considère que le sport est un vecteur d'éducation qui est complémentaire de celui de l'éducation nationale et que on doit avoir le même cadre d'action quand on parle d'éducation nationale au sens pas du ministère mais du projet de société. J'ai une souffrance pour le ministre Blanquer quand il a été nommé ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, car il doit être très souple parce que tous les matins, quand il se levait, il devait faire le grand écart. D'un côté, la restriction qu'impose la loi de la neutralité de la loi de 2004 à l'école, et donc là, c'était un cadre qu'il maîtrisait. Et dans l'après-midi, il allait voir Roxana Maracineanu qui lui demandait le grand écart et d'autoriser le port du voile. Même ministre, règle différente. C'est pas possible. Oui. Alors, une proposition qui nous vient de Nina. J'imagine que la sélection des sponsors des compétitions sportives par les fédérations sportives est réglementée. Pourquoi cette réglementation n'interdit pas, pour sponsors, toute marque proposant des vêtements sportifs ou adaptés aux religieux, comme le hijab de course, le burkini, etc. Exemple de Décathlon. De Decathlon ou de Nike et j'en passe, parce qu'il n'y a aucune règle dans le sponsoring. Ouais.
On entend depuis quelques jours, et même s'il faut tempérer le propos, comme l'a rappelé Alain Bauer, sur le rôle du Qatar et le drame qui se passe en Israël avec les otages, aujourd'hui, n'oublions pas que le Qatar est propriétaire du PSG, par exemple. Donc, il n'y a pas plus de règles là. Avec l'argent, il n'y a pas de règles. Quand là, ah, j'ai perdu mon. Hop là, je reviens, excusez-moi. Hop là, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que la règle 50.2 de la charte olympique n'est pas appliquée de manière homogène sur l'ensemble des compétitions et sur l'ensemble des fédérations. On ne peut pas dire à moins. En fait, on a commencé à transformer le cultuel en culturel sous l'impulsion des pays du Golfe dans le milieu des années 2000. Donc, on n'a aucune prise sur l'argent, encore une fois. Ouais. Euh, on nous propose là de mobiliser les sportifs de haut niveau qui devraient intervenir pour réaffirmer la neutralité sportive, puisqu'ils sont écoutés par les jeunes. Est-ce qu'on a des exemples aujourd'hui de sportifs de haut niveau qui fait la promotion des valeurs républicaines? On a eu le contraire. Hein. Est-ce qu'on a quelques exemples? Oh, on a sûrement des exemples comme ça, je ne les ai pas qui me viennent en tête malheureusement. Effectivement, on a plutôt le contraire, on a aussi l'absence. Je viens de faire une interview juste avant sur ce sujet et on demande beaucoup de choses aux sportifs. Et aujourd'hui, le sportif, entre être un footballeur professionnel aujourd'hui, en 2020, c'est pas la même chose qu'être un footballeur professionnel dans les années 2000. Il y a eu les réseaux sociaux, il y a l'ultra-communication, il y a les followers, il y a tout ce qui va avec. Et aujourd'hui, c'est compliqué. Donc, utiliser les sportifs de haut niveau, c'est un vieux pieu, entre guillemets. Le CIPDR, hein, le Conseil interministériel de prévention de délinquance et de la radicalisation, avait essayé de mobiliser des sportifs de haut niveau pour rappeler les valeurs de la République, notamment dans la campagne sur valeurs de la République, laïcité. Ça n'a pas eu un engouement fou, pour être très honnête, pour ne pas dire un flop. C'est très compliqué et je pense que même si les sportifs de haut niveau sont effectivement des influenceurs sur la société, sur les jeunes, je crois qu'on leur prête beaucoup trop d'importance et on a du mal à mesurer l'encadrement. Donc je pense je relativiserai cette notion, sauf s'il y a un réel engagement, et je pense que certains sont dedans. Je pense notamment à Didier Deschamps, hein, qui est très clair sur ses positions. Effectivement. On a une précision là qui nous est apportée par Alain Sexig. Le document du Conseil des sages sur la manière de s'opposer à la délivrance de certificats médicaux de complaisance se clôt sur une proposition de lettre que les chefs d'établissement Ah, scolaires exact. confrontés à ce type de situation pourraient adresser aux conseils départementaux de l'ordre des médecins. Voilà, on peut s'y reporter, donc accessible sur le site du Conseil des sages de la laïcité. Je savais que mon secrétaire général préféré me reprendrait et repréciserait le propos à juste raison. Voilà, on peut compter sur lui. Les sportifs de haut niveau, prenant la laïcité, point d'interrogation, qui leur donnerait la parole? En plus, quand on entend les sportifs parler, j'ai envie de leur dire d'aller pratiquer leur sport. Pas vous. Ensuite, Thuram, par exemple, donne plus dans le wokisme, le communautarisme, que dans le rassembler les gens en toute égalité. Voilà, donc c'est une observation tout à fait fondée. Bon, il y a une question ou deux sur qu'est-ce que tu penses du débat Benzema-Darmanin? Ah, ben, j'y coupe pas. De toute façon, je vous rassure, tout le monde me pose la question autour de ce sujet-là. Alors, euh, alors là, je vais pas faire une réponse de Normand, je suis jurassien. Donc, je vais essayer d'être le plus précis et le plus clair possible. Euh, c'est très difficile de répondre aujourd'hui à avoir un avis tranché sur le sujet. Ce qu'on reproche à Benzema, en premier lieu, c'est pas un tweet, c'est une absence de tweet ou au moins une absence d'équité dans les tweets ou dans les communications, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait un message, je dirais, d'apologie du terrorisme. Il a fait un message de soutien restrictif à une seule population, alors que le drame initial, il ne s'était pas exprimé. C'est répréhensible, toute la presse s'est positionnée là-dessus, je n'ai rien à rajouter là-dessus, je partage tout ce qui a été dit d'un point de vue contrainte et problématique. La position du ministre de l'Intérieur, pour le coup, moi je l'avais trouvé bon dans l'interview, balance, il n'y a pas d'autre terme, ce phénomène comme quoi Karim Benzema serait rattaché aux frères musulmans. Alors, de deux choses l'une, ou il a des billes via les services de renseignement, et c'est quand même le premier flic de France, donc c'est censé être la personne la mieux renseignée,
Donc voilà, je n'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui fasse des fautes de politique ou de langage, mais moi, techniquement parlant, j'ai pas d'éléments qui permettent ni d'infirmer ni de confirmer son propos. Deuxièmement, si on prend un peu de recul et qu'on regarde l'attitude de Karim Benzema, à tout est, à minima, on est d'accord pour dire qu'il a une communication très orientée et très religieuse. Hmm. Donc, de là à en faire un raccourci pour l'adosser et l'associer directement aux frères musulmans, je suis incapable de le répondre. Par contre, je peux vous dire qu'il a effectivement, d'ailleurs, ça a été repris par Darmanin, il avait retweeté au même titre que des joueurs du PSG et autres, vous savez, le tweet où il fallait marcher sur la tête du président d'un champion de MMA. C'est compliqué. Moi, j'ai pas parlé tout à l'heure. Vous verrez si vous suivez un peu l'actu sur la hijama, hein, la médecine prophétique. Vous savez, c'est les ventouses qu'on utilise sur le sport. C'était un des premiers sportifs à l'avoir mis en avant et mis en exergue sur les réseaux sociaux qui a automatiquement conditionné une prolifération dans les clubs. Donc la hijama, c'est de la médecine prophétique avec des ventouses et c'est utilisé. Alors soit on fait des saignées, c'est ce qu'on appelle la hijama humide, soit c'est du sexe et c'est systématiquement utilisé. Bon, le Conseil de l'ordre des kinés a toujours dit que ça ne servait à rien. Mais voilà, on est dans une diffusion autour de ça. Maintenant, j'ai pas plus d'éléments de réponse autour de ce cas-là. Je pense qu'il faut attendre. En tout cas, il y a je serais à la place je ne le suis pas, hein, des joueurs de foot pro aujourd'hui, j'investirais fortement dans des communicants, si ce n'est pas le cas, des communicants personnels pour ceux qui sont les plus exposés, parce que des erreurs de communication, si toutefois c'était une erreur, vont coûter cher, et si c'est fait sciemment, c'est problématique. Alors, Médéric, beaucoup d'interventions, en fait, sont là pour te féliciter, te remercier de tes propos. Enfin, quelqu'un qui parle. Je crois que le succès de ton livre, le succès prévisible de ton livre est là. Les réactions de la presse et du monde politique sont aussi là pour attester la grande écoute qui t'est réservée. Est-ce que tu souhaites conclure cette séance par la formulation de quelques espoirs? Qu'est-ce que tu attends de la suite de cet ouvrage sur lequel tu J'ai as travaillé? deux, J'ai une interrogation et plusieurs choses positives. Je vais commencer par l'interrogation. Si on ne se réveille pas, comment on fait dans 10 mois si on a un membre de l'équipe de France olympique qui est fiché pour radicalisation et fiché S? Ça, c'est une vraie question. Ouais. Une vraie question. Premier élément. Et si je me permets de le dire, c'est que j'ai suffisamment d'inquiétude sur le sujet. Concernant les espoirs, euh, j'espère qu'on a compris que les drames, ça suffisait, que le sport n'est pas imperméable aux problématiques de la société. J'ai pas rebondi sur le chiffre qui a été donné, je crois, dans l'éducation nationale avec 1000 gamins qui seraient fichés par le renseignement pour radicalisation. Il me semble que c'est ce que j'ai vu. Si vous prenez une statistique, s'il y en a vraiment 1000, je ne sais pas, hein, je reprends le propos comme il est venu, je pense qu'il y en a plus de 50% qui sont également dans le sport. Hmm. Et donc, pour moi, et je le maintiens, le mariage raté entre le sport et l'éducation nationale, j'espère qu'il redeviendra un mariage non plus vraiment de conviction plutôt qu'un mariage forcé, et qu'on agisse ensemble pour le bien à la fois de la République, mais surtout de nos enfants, parce que c'est eux qui vont constituer la République demain. Voilà. Merci Médéric. Écoutez, merci à vous tous. Je vous rappelle que notre prochain webinaire sera consacré donc à l'ouvrage de Monsieur Jean-Pierre Aubin, Les profs ont peur. Ce sera le 16 novembre. Et je te signale que Monsieur Jean-Pierre Aubin a été un spectateur attentif de ta conférence. Voilà. Merci à vous tous. Au 16 novembre. À très bientôt. Au revoir.